Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Charles Huillier. Et on est toujours sur Europe 1 avec Georges Fenech et Charlotte Dornelas autour de la table. Vous allez bien, les fêtes se sont bien passées, messieurs, dames, tout va bien? Merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Du côté d'Orléans, j'imagine. Alors, j'étais pas à Orléans cette fois-ci, j'étais en Mayenne, dans une autre partie de ma famille. 53, Laval. Voilà, exactement. C'est beau là-bas. Et c'était très beau. Bon, Georges Fenech, un Noël pantouflard ou bien fêtard pour vous? Moi, j'ai eu l'un de mes plus beaux Noël. Qu'est-ce qui s'est passé? Le plus beau des cadeaux C'est-à-dire qu'on puisse imaginer. Vous êtes l'arrivée d'un nouveau petit-fils. D'accord, vous êtes grand-père ou grand-père une nouvelle fois. Grand-père une nouvelle fois. D'un nouveau petit garçon. Félicite. Comment s'appelle-t-il? Loris. Loris. Voilà, qui est arrivé dans la nuit du 23 au 24. Bon. D'accord. Bon, c'est magnifique. Et moi, j'ai eu une petite cousine le 25. C'était le week-end de naissance. Très heureux de le savoir. Merci pour cette rubrique carnet rose que je referme tout de suite parce que on va retourner à des considérations malheureusement un peu plus terre à terre et sérieuses. Alors, une porte s'entrouvre-t-elle entre l'Ukraine et la Russie? C'est la question qu'on se pose parce que nous en sommes tout de même au 1039e jour de guerre. Est-ce bientôt le temps des négociations? La proposition slovaque d'accueillir des discussions de ces deux pays, discussions de paix, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche mi-janvier, tous ces événements relancent effectivement les espoirs d'ouverture, de pourparlers et donc peut-être de fin de conflit. Pour nous éclairer, Régis Le Sommier, grand reporter, spécialiste de cette région. Bonsoir Régis Le Sommier. Bonsoir. Alors, la question est toute simple. Voit-on enfin le bout du tunnel ? Écoutez, je pense, je vais pas vouloir calmer les ardeurs et jeter toucher les espoirs. Un voile sombre, sur effectivement ces possibilités, le fait que l'année 2025 peut-être verra des négociations et peut-être verra enfin la fin de ce monstrueux conflit qui se déroule à nos portes. Mais il y a la bonne nouvelle, ça a été celle annoncée depuis longtemps par Donald Trump, qui en avait fait un grand argument de sa campagne, de négocier et de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Alors il avait dit avec sa faconde habituelle en moins de 24 heures. Il est clair que déjà ça sera probablement un petit peu plus compliqué que ça. Non, moi je dirais que aujourd'hui, oui, il y a une usure clairement. Il y a une usure clairement côté ukrainien, un manque d'hommes, un manque de motivation et un état du front qui ne laisse pas augurer de bonnes choses pour les Ukrainiens au démarrage de cette année 2025, puisque les Russes sont actuellement à 7 kilomètres de l'oblast de Dniepro, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment assuré la reconquête du sud de l'oblast de Donetsk. Ils ont pris en 80 jours 3000 kilomètres-carrés. Donc c'est pas non plus une percée magistrale, c'est toujours du grignotage, mais néanmoins on sent bien que il n'y a plus beaucoup de bonnes nouvelles pour les Ukrainiens venant du front, et que plus les choses avancent, plus les Ukrainiens risquent de perdre du territoire, voire à ce que les Russes profitent d'une situation qui fait que la géographie qu'ils ont devant eux aujourd'hui est nettement plus plate et nettement moins vallonnée qu'elle ne l'était pour ce qui est du Donbass, et donc jusqu'au Dniepr c'est de la plaine à blé, et donc il sera très difficile pour les Ukrainiens, après notamment la chute de Pokrovsk qui est imminente, de rétablir des lignes de défense, vous voyez, Régis et Le que Sommier. Les Russes jusqu'au Dniepr n'auront plus que de la plaine. Voilà. Régis Le Sommier. Et d'ailleurs, Charlotte, Georges, n'hésitez pas, vous m'interrompez à tout moment lorsque vous trouvez ça pertinent. J'aimerais qu'on évoque avec vous, Régis Le Sommier, cet avion du Kazakhstan, victime d'un crash mercredi, 38 morts, en cause vraisemblablement des tirs de défense aérienne russe. Alors, on n'est pas là, Régis Le Sommier, pour faire de la spéculation, non, surtout pas, mais ça vous semble crédible ou pas ? Tout à fait. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, un petit peu comme tout le monde, je ne suis pas dans le secret des dieux et je suis pas un spécialiste de l'aviation, mais j'ai compris que cet avion cherchait à atterrir à l'aéroport de Grozny et que une attaque de drones ukrainiens était en cours, et donc des tirs de la défense antiaérienne russe ont été observés, et donc probablement cet avion aurait pris probablement un de ces tirs.
C'est ce qui s'est dit. Je sais que l'information est parue aujourd'hui. Vladimir Poutine a appelé à la fois le président du Kazakhstan et Monsieur Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, puisque c'est un avion azerbaïdjanais, pour présenter ses excuses. Donc sans dire qui est à l'origine, mais bon, visiblement c'est vers cette piste qu'il semble qu'il faille qu'on s'oriente. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on parle du cas des soldats nord-coréens dont on parle beaucoup ces dernières heures. Un soldat nord-coréen a été capturé par les forces armées ukrainiennes. Il est décédé des suites de ses blessures. Un décès qui serait en fait l'arbre qui cache la forêt, parce que selon les États-Unis, Régis Le Sommier, on recense déjà des centaines de morts et blessés nord-coréens en Ukraine. Volodymyr Zelensky annonce 3000 morts. Ça vous semble probable, ça, ou pas? Côté nord-coréen, j'entends. Sur la question des Nord-Coréens, moi je me suis rendu dans... Oui, parce que je rappelle que vous étiez à Koursk. Voilà, j'étais à Koursk en novembre, où à l'époque déjà les services de renseignement ukrainiens annonçaient la présence sur le front de soldats nord-coréens. Donc vous vous doutez bien, comme j'ai été avec une unité de drones russes, j'aurais demandé, j'ai posé la question plusieurs fois. Donc j'ai rencontré là-bas un Nord-Coréen qui était un Nord-Coréen mais issu de l'immigration, c'est-à-dire ses parents avaient immigré en Russie et il s'était engagé dans l'armée russe, mais il était utilisé d'ailleurs. 3000 morts possible ou pas alors côté nord-coréen? Non, mais si, je pense que le problème, c'est que on a des chiffres complètement différents. Vous avez les services de renseignement sud-coréens qui parlent de 1100 morts, Volodymyr Zelensky qui parle de 300. Il y a un autre. C'est vrai. Donc, en fait, moi, je pense que le problème de la façon dont fonctionnent les unités russes et ukrainiennes de leur côté, c'est-à-dire que c'est très difficile de communiquer sur un front, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Parfois, certaines unités ont du mal à communiquer avec la voisine. Donc il y a une chose qui me paraît assez aberrante, c'est d'imaginer que des vagues humaines uniquement faites de soldats nord-coréens n'ayant aucune expérience militaire soient lancées comme ça. Ce que ça, même si les chiffres sont différents et qu'il est très compliqué d'avoir un bilan terrible, bilan mortuaire précis, mais ce que ça signifie, Régis Le Sommier, c'est que ces soldats nord-coréens sont envoyés un petit peu comme à l'époque, pardon pour l'analogie, comme les tirailleurs sénégalais. C'est de la chair à canon. Disons que même sans remonter aux tirailleurs sénégalais, vous prenez les prisonniers formés, instruits par Wagner, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer, sur la contre-offensive ukrainienne au sud de Bakhmout, à Kleshivka, Andrivka en 2023. Ces gens-là ont été littéralement sacrifiés. C'est des unités qui ont perdu jusqu'à 80% de leurs hommes. Donc il y a eu des vagues humaines comme ça. Oui, les Russes ont recommencé à faire des assauts, notamment au nord de Soudja, en fait du saillant de Soudja, c'est-à-dire à Koursk, on recommençait à faire des assauts en plaine, c'est-à-dire où on envoie des soldats, même si c'est limité. On est quand même dans une guerre où le drone a tout changé. Donc, et le drone attaque des soldats individuels aussi. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que vous pouvez être tué comme ça par un drone qui arrive, ce qu'on appelle les drones FPV, chargés de munitions. Et donc, on a vu des images, les Ukrainiens nous ont montré des images où on voit apparemment des soldats nord-coréens justement se faire tuer par des drones, mais on ne sait pas trop. Et il faut savoir une chose, et ça je termine là-dessus parce que c'est ultra important, c'est que dans l'armée russe, vous avez un certain nombre d'ethnies qui viennent de l'Est, des républiques de l'Est de la Russie. Ce sont les Touvins, ce sont les Bouriates, ce sont les Yakoutes, pour les trois principaux, et puis il y a plein d'autres ethnies mongoles ou asiatiques qui combattent dans l'armée russe, et que la différence entre un Nord-Coréen et un membre de ces ethnies est extrêmement difficile à faire. Donc là, on nous dit, il y en a un qui est capturé, il est mort. On n'a pas de preuves. Régis Le Sommier, c'est ça le problème. Mes protagonistes autour de la table, Charlotte Dornelas et surtout Georges Fenech, souhaitent vous poser des questions. Georges Fenech, je vous en prie, Régis Le Sommier vous écoute. Une question à Régis Le Sommier. On a vu tout récemment que la Slovaquie avait fait des offres de services pour faire négocier les deux parties ensemble. On a bien entendu Régis qui nous dit que, en fait, pour lui, la situation est quand même assez gelée. Il y a guerre d'espoir. Est-ce que la Slovaquie
est le pays vraiment le mieux placé quand on connaît son penchant aujourd'hui pro-russe. Bien sûr. Comme la Hongrie, par exemple, pour organiser d'éventuels pourparlers. C'est une proposition étrange, en tout cas. Voilà. Est-ce que ça paraît sérieux à Régis Le Sommier, cela ? Oui. Écoutez, ça m'aurait paru complètement aberrant avant l'élection de Donald Trump. Maintenant que Donald Trump a pour objectif, et il l'a encore redit, de terminer cette guerre et d'arriver à une négociation, et c'est lui qui offre une négociation quelque part à Poutine, on ne sait pas comment Poutine va réagir. Moi, la vraie question, c'est qu'on a vu une sorte de dialogue par déclaration interposée entre Poutine et Trump s'établir. Poutine en novembre a salué le courage de Donald Trump pendant sa tentative d'attentat. Donald Trump a dit qu'il fallait dialoguer avec Poutine, a promis qu'il y aurait une négociation. Donc ça veut dire que ça va se faire. Maintenant, ça va se faire comment ? Et est-ce que Poutine, actuellement, alors que ses troupes sont à l'offensive et gagnent du terrain, va-t-il être intéressé par le fait de geler le front, de s'imaginer que peut-être l'OTAN va investir à nouveau dans l'Ukraine et que dans quelques années, il va y avoir à nouveau une guerre. Et pour les Ukrainiens, c'est la même chose. La méfiance me met à la place des Ukrainiens qui ont un peu l'impression d'être manipulés dans cette histoire, parce que pour eux, ça veut dire quoi ? Si ça s'arrête là et qu'il y a un des pourparlers de paix, rien ne dit que les Russes ne recommenceront pas à passer à l'offensive dans quelques années. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Non, mais je ne voulais pas vous couper la chic, comme on dit familièrement. Mais en tout cas, merci pour cet entretien. Et je rappelle que cet entretien sera disponible en podcast sur europe1.fr. Georges Fenech, Charlotte Dornelas, j'aimerais qu'on quitte l'Europe de l'Est quelques instants pour parler peut-être de Gérald Darmanin, qui consacre à nos confrères du Parisien un entretien extrêmement intéressant. Le nouveau garde des Sceaux nous détaille ses premières pistes d'action et priorités dans un contexte politique et budgétaire incertain. Alors il est contraint par le budget, contraint également par certains syndicats, notamment pénitentiaires, qui sont là à ses côtés, mais qui quand même le surveillent de près. Et parmi les grandes annonces, je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite réagir, parmi les grandes annonces, il dit la phrase suivante: on va isoler plus de 100 les plus grands narcotrafiquants. On va isoler les 100 plus grands narcotrafiquants. C'est ce qu'il déclare à nos confrères du Parisien. Est-ce que ça vous semble possible, envisageable? Charlotte Dornelas, je ne sais pas. Est-ce que ça vous semble possible, ça, la lutte contre le narcotrafic? C'est l'un de ses objectifs à Gérald Darmanin. Nouveau garde des Sceaux, je le rappelle. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une poursuite, évidemment, entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Donc, on constate souvent leur opposition à la fois philosophique, idéologique et donc dans les faits. Là, en l'occurrence, Gérald Darmanin poursuit on va dire en tout cas le discours pour l'instant qu'il tenait à Beauvau et qu'il veut tenir ici. Il parlait de place nette en prison. Oui. C'est assez clair, la formule a le mérite d'être claire. Maintenant, moi je sais pas, je peux pas vous dire moi, est-ce que c'est faisable là dans l'état actuel des choses de les isoler, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nécessité de lutter contre le narcotrafic jusqu'en prison. On a vu notamment cette année, mais c'est pas nouveau, à la fois des livraisons se faire dans les prisons, c'est incroyable, des livraisons se faire depuis les prisons et des assassinats être commandités depuis la prison. Et on a vu aussi des petites mains rentrer en prison pour du droit commun, pas forcément lié au narcotrafic, et être recrutées à l'intérieur des prisons. Donc de la même manière qu'il y a eu la question s'est posée sur l'islamisme en prison et sur la porosité en prison sur l'islamisme, elle doit se poser sur le narcotrafic. Maintenant, la question c'est de savoir de quoi faut-il les isoler exactement. Il faut évidemment les isoler des autres prisonniers, mais du reste du pays aussi. Or, normalement, c'est déjà le cas. Et on rappelle ce qui s'est passé à Nantes durant le week-end de Noël, avec ces 197 projections de drones depuis l'extérieur vers les cellules. Georges Fenech, la lutte contre le narcotrafic, Gérald Darmanin, c'est sa promesse. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je ne suis pas sensible au slogan. Le style place nette, coup de poing, isolement, et que sais-je encore. Je pense que plus on observe de discrétion et plus on aura d'efficacité. Je ne sais pas ce que c'est, d'abord, que les 100 premiers narcotrafiquants. Comment on va établir des critères? Ceux qui ont été condamnés le plus souvent, le plus longuement, je ne sais pas. Et puis, je voudrais quand même rappeler une règle. On va les isoler en prison, voilà. Je voudrais rappeler quand même une règle,
c'est que la décision de mesure d'isolement, elle est prise par un juge. Mmh. Quand un trafiquant est mis en examen, c'est le juge qui décide des conditions de sa détention, et l'isolement est une mesure particulièrement draconienne. Attention, hein. Donc je vois pas comment le ministre de la Justice pourrait d'autorité dire il y aura 100 trafiquants qui seront... Ça me paraît un vœu pieux, si vous voulez, hein. Surtout quand on connaît en plus les problèmes de surpopulation carcérale, qu'on n'a même pas été capable de mettre en encellulement individuel, j'emploierais plutôt cette formule, des terroristes avérés. Je ne vois pas comment on pourrait dégager autant de places de cellules individuelles pour une centaine de trafiquants. Restez avec nous sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Charlotte Dornelas et Georges Fenech. Et notez que on évoquera durant la seconde partie de cette émission et surtout dans la prochaine demi-heure, Bruno Retailleau, donc effectivement avec cette cote de popularité qui montre que les Français lui font confiance. On reviendra sur cet entretien que consacre Gérald Darmanin, nouveau garde des Sceaux, à nos confrères du Parisien. Puis nous évoquerons, bien sûr, comme on l'a fait lors de la première heure, ce qui s'est passé en Dordogne avec cette crèche incendiée qui montre à quel point, même si en tout cas une enquête sera sans doute diligentée, mais qui montre à quel point il peut y avoir certaines velléités à l'encontre des symboles judéo-chrétiens qui pourtant font partie de la culture, hein, même pas du culte, mais de la culture en France. On se retrouve tout de suite. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.